Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les grandes articulations. Programme Simandou 2040, l'élaboration du document est en discussion. C'est à la faveur de la deuxième réunion stratégique de cadrage du processus. Le ministre Djiba Diakité a fait le point avec les cabinets impliqués dans la démarche. C'est effectif, l'arrivée des engins flambants de la société Nimba Development Company au pied des monts Nimba. Ce premier arrivage intervient après plusieurs mois d'attente. La réception de ces engins mobilise l'ensemble des parties prenantes. Ramadan, avec l'utilisation du cure-dent, un objet qui contribue à rendre propre la bouche. Religieuses et spécialistes donnent leurs avis. Les réactions sont mitigées. Gardez vos positions. C'est le grand format de ce soir avec Algassi Mouba. Une fois de plus, bonsoir. Programme Simandou 2040, le ministre directeur du cabinet de la présidence Djiba Diakité a fait le point avec les cabinets KP, Southbridge et Rothschild. C'est la deuxième réunion stratégique de cadrage du processus d'élaboration de cet ambitieux programme de développement. Plusieurs membres du gouvernement étaient autour de la table. Omar Bari, compte rendu. Le 6 mars 2025 a marqué une autre étape importante dans l'élaboration du programme Simandou 2040 avec la tenue de la deuxième rencontre entre les cabinets internationaux KPMG, Rothschild, Southbridge et le comité stratégique de Simandou. Cette réunion, présidée par M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou en charge de l'élaboration du programme Simandou 2040, s'inscrit dans un cadre de suivi des travaux réalisés depuis la précédente réunion de janvier 2025. Elle a permis de faire un bilan détaillé des avancées et de renforcer la dynamique autour de ce programme hautement stratégique qui vise à transformer la Guinée sur les 15 prochaines années. La réunion, qui a duré près de 7 heures, a réuni les représentants des cabinets KPMG, Rothschild et Southbridge et les responsables des départements ministériels et de l'administration publique et membres du comité stratégique, ainsi que du comité technique ad hoc. La séance a été ouverte par le président du comité, M. Djiba Diakité, qui a souligné les enjeux essentiels de la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour un développement durable et responsable de la Guinée. Le programme Simandou 2040 repose sur une stratégie qui vise à la fois la croissance économique, la durabilité et la responsabilité. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette nouvelle réunion stratégique concernant le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Ce programme ambitieux du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Il est important de noter que cette session constitue une étape cruciale dans la progression des travaux. Nos attentes s'articulent essentiellement pour KPMG. Nous avons besoin de faire le point des avancées concernant la deuxième phase d'élaboration du programme. Ensuite, du côté de Rothschild, nos attentes sont plutôt la présentation du rapport sur la collecte des données stratégiques, essentiellement pour la notation souveraine de la dette. Concernant Southbridge, nous aimerions mettre à profit cette réunion pour avoir les recommandations sur l'organisation du fonds. Nous avons fait le choix d'élaborer le programme dans un esprit de co-construction. Après avoir établi les objectifs clés à travers cette pliée, maintenant nous sommes en train de travailler de jour en jour pour maintenant implémenter avec un esprit de co-construction pour permettre à tout Guinéen, tous les acteurs, jusqu'à nos PME au marché que j'appelle les vendeurs de piments ou de poissons fumés, qui puissent participer à l'élaboration du programme de développement pour les 15 prochaines années.
Monsieur Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et représentant de Southbridge, a rappelé l'importance de la mise en place d'un fonds souverain bien structuré, adapté aux réalités guinéennes et dont la gouvernance doit être alignée sur les standards internationaux et irréprochables pour garantir le succès du programme. Il a également proposé des recommandations concernant la question d'investissement du fonds et l'établissement des textes juridiques nécessaires à sa mise en place. Des échanges fructueux ont permis au président du comité stratégique, M. Djiba Diakité, et aux membres du comité de mieux appréhender les aspects techniques et les contraintes structurelles relatifs à la mise en place du fonds souverain qui serviront de levier pour le financement du programme de développement Simandou 2040. Dans l'expérience des fonds souverains, c'est une dimension qui manque, la dimension relation avec les communautés, relation avec les petites entreprises. Il se trouve que ce qui nous a frappé en Guinée, c'est que déjà il y a des engagements, même un peu chiffrés, sur le capital humain et le fait qu'il y a une dimension qui n'est pas que de soutenir des projets industriels ou d'infrastructures, il y a aussi une dimension sociale. Ces qualifications, parce que, vous voyez, les qualifications humaines, c'est assez simple. Il faut des gens qui s'occupent de back-office, c'est-à-dire des gens qui soient capables de faire mouvementer des fonds. Bon. Ou d'ailleurs aller collecter des fonds au-delà même des ressources nationales si on décide d'aller sur les marchés. Bon. Et puis il y a des gens qui sont en front office, qui sont ceux qui vont être des experts de l'investissement, des experts de conduite de projet. Par ailleurs, je dois vous rendre cet hommage que l'expérience monétaire, la politique monétaire de la Guinée intrigue et impressionne toute l'Afrique en ce moment. C'est-à-dire que parmi les monnaies d'Afrique, celles qui s'apprécient parce qu'on a une bien meilleure organisation des flux de fonds, notamment des devises, pour un pays qui est un des rares pays à avoir, grosso modo, les meilleurs indicateurs macroéconomiques, puisque ni endettement excessif, ni déficit budgétaire non responsable, enfin, cela intrigue, c'est un peu nouveau, et cela impressionne, parce que c'est très rare. La Guinée a encore le luxe d'être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Elle a encore des forêts vous êtes le pays le moins dévasté. Néanmoins, il y a des sujets de fertilité du sol sur lesquels on peut faire, en biochar et autres, des programmes actifs et d'ailleurs rémunérés par des crédits carbone qui sont les plus chers sur les marchés de crédit carbone. La Guinée est la vitrine de la décarbonation, de l'exploitation la plus durable de la forêt et de la protection des réserves d'eau de l'ensemble de la région. Et d'une certaine manière, quand on est au moment où on va mobiliser beaucoup d'activités minières et d'industrialisation, parce qu'on en a besoin pour le financement, on en a besoin pour l'emploi. C'est très important qu'il y ait un pendant qui soit environnemental, et vous avez autant de richesses environnementales que minières. Après l'intervention de Lionel Zinsou, les discussions ont continué avec Axel de Rothschild, qui a abordé la question cruciale de la notation souveraine. Ce processus est fondamental pour améliorer la perception de l'économie guinéenne sur les marchés financiers, ce qui facilitera la mise en œuvre effective du programme Simandou 2040. Rothschild a présenté un chronogramme détaillé et rigoureux visant à préparer la Guinée à obtenir une notation souveraine favorable. Ce point est déterminant pour attirer les investissements nécessaires au financement du programme stratégique Simandou 2040, a-t-il poursuivi,
incitant les départements sectoriels concernés à poursuivre leurs efforts pour initier ce processus et le mener à bien dans les meilleures conditions possibles. Où en sommes-nous aujourd'hui et que reste-t-il à accomplir pour se doter de la notation? On est actuellement dans la phase de collecte de données qu'on a bien avancé puisqu'on a reçu de la part de cette équipe projet un ensemble de données et d'informations stratégiques très utiles. Nous avons tout de même lancé tout le travail préparatoire d'élaboration des documents supports qui vont être utiles dans la phase 2 de présentation aux agences. On n'aura pas le résultat de la notation avant tout le processus. Donc il s'agira de choisir une agence avant de savoir le résultat, bien sûr, du processus de notation. Donc on vous guidera là-dedans, sur la base de notre expérience, de nos missions de conseil sur des problématiques similaires pour d'autres pays de la région, pour vous faire les meilleures recommandations possibles sur le choix d'une ou plusieurs agences. La constitution de l'équipe projet, c'est chose faite et c'est une très bonne nouvelle. La collecte des informations et données, on y travaille, on est à peu près à 80%. Il nous reste quelques données à collecter et on va continuer le travail là-dessus. Le cabinet KPMG, représenté par Meissa Tall, a pris la parole pour présenter l'avancement du programme avec un accent particulier sur la deuxième phase de l'élaboration du programme et la structuration des projets et l'importance du capital humain dans la réussite de Simandou 2040. Selon lui, les ateliers sectoriels déjà organisés par KPMG avec les acteurs du secteur privé et les cadres de l'administration ont permis d'identifier une cinquantaine de projets phares dans le cadre de Simandou 2040. KPMG a également mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'administration publique, un élément central pour la bonne mise en œuvre du programme Simandou 2040. On est en plein phase 2. Cette phase 2 nous permet effectivement d'identifier les projets, les réformes, et après effectivement de les chiffrer. Le chiffrage nous permettra de définir le volume d'investissement pour pouvoir allouer ces investissements-là qui seront réalisés à la fois par l'État, mais aussi par le secteur privé. Et ce qui sera sur l'État, qu'est-ce qui va être fait via le fonds, qu'est-ce qui doit être fait en PPP, qu'est-ce qui va faire au niveau du budget de l'État. Donc on a organisé à peu près 15 ateliers, donc c'est les ateliers 1. Donc l'objectif de ces ateliers 1, c'est effectivement de passer en revue le secteur. Donc on en a fait sur les mines, on en a fait sur l'agriculture, l'industrie, je ne vais pas citer toute la liste. Donc aujourd'hui, le schéma stratégique complet, c'est effectivement ce programme Simandou 2040 pour une nation prospère et équitable d'ici 2040, avec une grande responsabilité et une durabilité. On a validé le fait qu'on a deux archétypes de croissance, à la fois économie de ressources et économie de destination, qui sont en complète cohérence avec les 5 piliers. L'objectif étant effectivement d'avoir une économie où le capital humain et l'excellence sont au cœur de la vision. Cette réunion a permis de clarifier plusieurs aspects techniques et stratégiques de Simandou 2040, portés par le président de la République et le général Mamadi Doumbouya. Les interventions des cabinets ont été l'occasion d'approfondir les discussions sur la gouvernance du fonds souverain, la collecte des données stratégiques pour la notation souveraine et la validation des projets structurants du programme. Le ministre directeur de cabinet de la présidence et également président du comité stratégique de Simandou, en charge de l'élaboration du programme Simandou 2040, Djiba Diakité, a exprimé sa satisfaction concernant l'avancement des travaux et a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts pour finaliser la mise en place du fonds et des étapes nécessaires à la réussite de ce programme. Nous voyons au quotidien l'appropriation du programme par l'administration. Donc le changement, c'est d'abord l'État, ensuite la population va suivre. Et ça, je pense que c'est la conviction partagée également avec le chef de l'État aujourd'hui. Donc il faudrait que nous puissions ramener le changement de l'état d'esprit du développement d'abord au niveau de l'administration publique, parce que c'est nous qui devons d'abord changer de mentalité, changer d'approche. Et puis, le programme Simandou 2040, nous mettons le capital humain au cœur de ce programme, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya, parce que notre conviction est claire, c'est que la garantie de notre souveraineté, c'est le capital humain à travers l'éducation et la culture. Donc nous sommes vraiment très satisfaits
ce rendu qui est fait ici. Et je pense que les jours à venir, les travaux vont continuer. Nous espérons d'ici la fin de l'année que le premier train va siffler. Mais le programme Simandou 2040 est aussi de jour en jour en train de devenir une réalité. Ça passe par un travail structuré, dans un esprit de co-construction, tel que nous sommes en train de le faire ici, impliquer toutes les couches de la nation. Je disais que pour nous, à titre personnel, que le PME, c'est notre bonne maman qui vend le piment au marché ou celle qui vend le béné. On les appelle souvent économie informelle, mais pour nous, c'est juste de l'économie non structurée qu'il faut structurer et en faire un vrai levier de la machine économique du pays. Donc je note à ce stade, clairement, pour nous, nous validons sous réserve de pouvoir intégrer les différentes contributions. Et puis, l'autre étape, c'est que nous allons affiner les réflexions au sein du comité stratégique, comité ad hoc qui nous accompagne également avec les grands hauts cadres techniciens de l'administration pour statuer rapidement et puis apporter des éléments de réponse sur des sujets qui méritent aujourd'hui de pouvoir un peu affiner les réflexions. En définitive, cette deuxième rencontre stratégique a constitué un moment clé pour évaluer les progrès réalisés et ajuster les stratégies afin d'assurer le succès de Simandou 2040. Le comité stratégique de Simandou, avec le soutien des cabinets internationaux, poursuit ainsi la mise en œuvre de la vision ambitieuse pour le développement durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années, sous la conduite éclairée du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, avec KPMG, c'était de faire l'état des recommandations qui a été faites au cours de la première réunion. Donc, ils nous ont vraiment expliqué cela. Et au-delà de cela, depuis le 23 janvier dernier, il y a eu des ateliers. À peu près 15 ateliers ont été déjà faits. L'objectif principal, c'est l'élaboration des projets et des réformes. Donc, c'était de valider ces projets, les réformes, mais aussi les quantifier. C'est l'occasion toujours de marteler la différence entre le projet Simandou, qui est un projet minier, c'est-à-dire composé de 2 mines, le bloc 1 et 2, opéré par WCS, les blocs 3 et 4 opérés par Rio Tinto Simfer, un chemin de fer de 650 km, un port et une aciérie. Donc ça fait les 4 composantes du projet Simandou. Ça, c'est le projet intégré mine-infrastructure. Tandis que le programme Simandou, c'est la vision du président de la République de mettre en place un programme de développement pour le pays pour les 15 prochaines années. Le nom Simandou a été utilisé pour capitaliser sur le succès, de mon point de vue, du projet Simandou. Et ce programme Simandou a 5 piliers. Nous sortons de la réunion avec les conseils de l'État pour que le pays soit un pays émergent et qui investit sur le capital humain. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il est prévu qu'une partie des revenus du projet sont investis pour donner des bourses d'études aux enfants guinéens de toutes les préfectures pour aller étudier à l'étranger. Dans le cadre de fonds souverains, il faut retenir que c'est une caisse de stabilisation, c'est une constitution de provision, puisque les ressources minières vont s'épuiser. Il faut que nous puissions anticiper sur l'épuisement des ressources minières. C'est ce qui explique la création d'un fonds souverain qui va être un fonds d'investissement, qui va être un fonds de développement et qui va être un fonds d'épargne intergénérationnel. Ça peut vous dire combien de fois la vision du chef d'État va au-delà d'une simple exploitation minière. Dans ce processus, vous devrez savoir que tout ce qu'on est en train de faire n'aura pas de sens si on n'a pas une bonne gouvernance macroéconomique. Et cette gouvernance macroéconomique passe par la maîtrise des finances publiques. Et la maîtrise des finances publiques signifie des niveaux de déficit soutenables avec notre niveau de développement, mais également une exécution efficace des dépenses de l'État, mais aussi une mobilisation des recettes internes de la nation. Donc, le rôle du ministère du Budget est fondamental dans ce processus. Dans le cadre
du programme Simandou 2040. Comme vous le savez, 5 piliers ont été identifiés. Conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée concilie son développement économique avec la préservation de l'environnement et la responsabilité sociale. C'est dans ce cadre que, dans ce programme de développement économique, les questions de préservation environnementale sont pleinement prises en compte, et cela pour protéger également les générations futures. La question effectivement de l'administration publique a été largement débattue parce que comme vous le constatez, un programme de développement, l'administration publique reste au centre de ça. Et en tant que ministre de la fonction publique, nous avons aujourd'hui une position très confortée qui est la problématique de la gouvernance, la réforme de l'administration publique pour que l'administration marche sur un paradigme qui permette de répondre parfaitement aux enjeux que vont aborder le programme. Le ministère de l'Habitat aura un grand rôle à jouer, à savoir le désenclavement non seulement d'abord des quartiers précaires, la réalisation d'un certain nombre de voiries qui facilitera la mobilité des citoyens, donc qui permettra d'améliorer la fluidité de la circulation, gage d'une bonne économie locale, mais aussi la réalisation à l'horizon 2040 de 50 000 logements par an, afin de non seulement absorber le déficit de logement que nous avons aujourd'hui, mais permettre également aux Guinéens vivant dans les ménages à faible revenu de pouvoir se doter d'un toit décent. L'autre élément, c'est la sécurisation foncière. Aujourd'hui déjà, nous avons anticipé sur cela. Le ministère de l'Urbanisme, avec l'appui du chef de l'État, a mis en place un programme de sécurisation et de digitalisation du cadastre foncier qui est en cours et qui a permis aujourd'hui déjà de faire un travail remarquable sur le corridor du projet Simandou allant de Beila à Forêt-Caria, où nous avons quand même procédé à la sécurisation de toutes les réserves foncières de l'État. La Guinée s'engage résolument vers un avenir de prospérité et Simandou 2040 en constitue le schéma directeur pour un développement durable, responsable et inclusif au bénéfice du peuple souverain de Guinée. En France, le ministre de l'Enseignement supérieur échange avec les étudiants guinéens résidant à Lyon au centre de la rencontre les enjeux du projet Simandou et la place de la main-d'œuvre guinéenne hautement qualifiée dans l'exploitation de cet important gisement de fer. Ensuite, une distinction est décernée à Alpha Bakar Bari en reconnaissance des efforts de qualification de l'enseignement supérieur en Guinée. Mohamed Souma, Amadou Touré. Pour tirer tous les avantages du projet Simandou 2040 pour les populations guinéennes, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, attache du prix à la qualification du potentiel humain. Pour matérialiser cette dynamique, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation met son séjour à l'Hexagone pour rencontrer ses étudiants guinéens vivant à Lyon afin de leur apporter des explications essentielles sur ce méga projet et le rôle qui est le leur pour l'atteinte des objectifs fixés par le pays. Le programme Simandou 2040 qui est aujourd'hui, comme il l'a nommé, un game changer pour la République de Guinée, qui va permettre de toucher à plusieurs secteurs, donc l'éducation, l'agriculture, et permettre aux étudiants qui sont là aujourd'hui, aux jeunes professionnels, de s'enquérir de l'évolution de ce projet, de pouvoir s'approprier ce projet et savoir que ça peut être bénéfique pour eux dans leur parcours professionnel. Le séjour à Lyon a aussi été marqué par la remise de cette distinction honorifique, Dr honoris causa, de l'école de commerce de cette ville française au ministre Alpha Bakar Bari en guise de reconnaissance aux différentes innovations apportées à la qualification de l'enseignement supérieur en Guinée depuis sa nomination à la tête de ce département. Je suis très honoré et j'accepte cette distinction avec modestie. La Guinée, c'est un pays qui est en développement, qui est au grand tournant de son existence en ce moment, avec beaucoup de projets d'envergure, notamment l'un des plus grands projets miniers du monde en ce moment, en activité, qui est un projet de 20 milliards de dollars, qui est un projet d'exploitation d'une mine de fer. Le président de la République, mon patron, à qui je lui dis cette distinction honorifique, a une vision très claire, et c'est une vision que partagent beaucoup de pays africains,
Pour que nous puissions profiter des dividendes de l'exploitation de nos pays, des ressources de nos pays, il faut que nous puissions développer un système éducatif performant. Avec cette reconnaissance internationale, la Guinée confirme son engagement dans une dynamique de réforme ambitieuse où l'éducation et la formation des jeunes restent des leviers stratégiques pour l'émergence durable. Retour au bercail. Au niveau des opérateurs économiques, la promotion de la propriété industrielle se formalise. Une convention vient d'être paraphée. Toutes les structures concernées ont apposé leur signature. Le département des tutelles, le commerce bien sûr, le département veille à son succès. Yaya Silla. Cette signature marque le début d'une convention tripartite de promotion de la propriété industrielle entre la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, le tribunal de commerce de Conakry et le service national des propriétés industrielles et de l'innovation technologique. L'acte que nous posons aujourd'hui consacre la matérialisation d'une volonté commune, celle de bâtir une synergie forte autour d'un levier fondamental de la compétitivité des entreprises. Le service national des propriétés industrielles et de l'innovation technologique est le démembrement de l'Organisation africaine des propriétés intellectuelles, l'OAPI. La propriété industrielle est qualifiée aujourd'hui comme un moteur stratégique pour le développement des entreprises, quelle que soit leur taille, petite ou grande. Elle est essentielle pour la croissance des PME et des PMI, des micro-entreprises, en contribuant à leur valeur et en facilitant l'accès au financement. Pour sa part, l'OAPI continuera à jouer sa partition auprès de ses États membres, dont la Guinée, afin de faire du système de propriété intellectuelle un réel et puissant instrument de développement de nos États. Pour le gouvernement, la propriété intellectuelle est un levier stratégique pour renforcer la compétitivité des entreprises guinéennes et faciliter leur intégration au marché. Ce partenariat stratégique que nous concrétisons aujourd'hui repose sur des engagements clairs. Premièrement, simplifier et accélérer les démarches d'enregistrement des droits de propriété industrielle. Renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion et de règlement des litiges liés à la propriété intellectuelle, sensibiliser et accompagner les entrepreneurs, artisans et innovateurs dans la protection de leur création. À travers ce protocole d'accord, les différentes structures réaffirment ainsi leur volonté de redynamiser le secteur en faveur des opérateurs économiques guinéens. Et puis, cette bonne nouvelle en région forestière, l'arrivée des engins flambant neufs de la société Nimba Development Company, c'est précisément au pied des monts Nimba. Ce premier arrivage intervient après plusieurs mois d'attente. La réception de ces engins mobilise l'ensemble des parties prenantes. Lancé Kamisoko. Longtemps attendus par les communautés riveraines, les premiers engins lourds de Nimba Development Company sont enfin réceptionnés au pied des monts Nimba par une foule en liesse. C'est un prélude au démarrage très prochain des travaux de mise en œuvre des minerais de fer des monts Nimba. Tambour battant au rythme des pas de danse authentiques du pays Kono, les populations expriment leur satisfaction de l'évolution du projet. Votre arrivée chez nous ne peut que susciter un espoir sans fin. Nous espérons que votre présence parmi nous sera une source de prospérité fondée sur l'emploi des filles et des fils de la localité. Je suis persuadé que la société NDC prendra en compte les préoccupations de la population dans le district respect du contenu local. Très chers représentants des communautés, je vous invite au sens de responsabilité de garantir la paix, la quiétude sociale à partir des concertations constructives. Exploiter de manière rationnelle les minerais de fer des monts Nimba au bénéfice des populations guinéennes est l'ambition de Nimba Development Company. Vous voulez du travail, c'est notre souci, c'est notre objectif majeur. La société est là pour vous, pour tous les citoyens de la Guinée et
surtout pour vous de la localité. On constate que nous avons de la main valide ici, mais vous avez besoin de formation. NDC a un plan de formation. Implantée dans le sud de Nimba, la concession de NDC se fera sans impact négatif sur la réserve naturelle intégrale des monts Nimba, selon la coordinatrice, car elle s'étend sur 123 km² dans la zone tampon de ce patrimoine mondial. Par ailleurs, promotion du métier de secrétariat et assistanat de direction. Les jeunes sont la cible de 2 jours de formation. Ça se passe à Conakry. Un symposium est par la suite organisé pour mettre en lumière ces corps de métier. Marwan Kamara. Ce symposium marque la fin d'une consolidation d'aptitudes en secrétariat et assistanat de direction de plusieurs jeunes de la capitale. Ici, le débat est ouvert entre les panélistes et les bénéficiaires. C'est un programme du cabinet Déclic Consulting. Le premier panel, place de la femme dans le monde professionnel, parce qu'on voit que la plupart de ceux qui pratiquent ces métiers-là sont des femmes. Le deuxième panel, c'est sur l'avenir du métier avec le numérique. L'objectif, c'est de mettre lumière sur ces métiers-là, faire en sorte que les gens ne se disent pas que ce sont des ratés qui occupent cette fonction dans l'administration. Je pense que quelque chose qu'il faut refaire, et c'est une première d'ailleurs, et qu'il faut encourager beaucoup pour qu'on se retrouve de temps en temps dans des situations comme ça, pour pouvoir apprendre des uns des autres et pouvoir surtout conseiller aussi. Ce symposium interactif a permis d'aborder des thématiques cruciales permettant le perfectionnement en vue de faire de ce métier un véritable levier de développement. Cela m'a permis de savoir quelle est la place de la femme dans le domaine professionnel. J'ai appris bon nombre de choses comme la gestion du stress, les documents administratifs. Ce symposium ne doit pas rester un simple moment d'échange. Il doit être le point de départ d'une transformation profonde. Et pour cela, j'invite les professionnels du métier à se former en permanence pour être au diapason des évolutions technologiques et administratives. Les institutions à garantir des conditions de travail décentes et un cadre respectueux de la dignité de chacun. Pendant plusieurs heures, les panélistes ont répondu aux attentes des participants sur la responsabilité qui consisterait désormais à mettre les connaissances acquises au service de l'administration publique et privée. Au terme de la rencontre, le cabinet Déclic Consulting a décerné des satisfecits aux bénéficiaires de cette formation. Premier conseil d'administration depuis la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Entre autres sujets à l'ordre du jour, l'évaluation des activités réalisées, les perspectives et l'adoption du budget pour l'exercice 2025. Moussa Komara. Aujourd'hui, la stratégie de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel est de booster les compétences des jeunes et des femmes dans divers corps de métier. Un défi que les responsables de cette structure entendent relever vaille que vaille. Pour ainsi être en conformité avec les orientations du département de tutelle, la direction générale a initié cette session ordinaire pour adopter le budget d'exécution des priorités définies pour l'exercice 2025. Ça y s'est fait une revue des activités du PAO de l'ONFP et un certain nombre d'actions que l'ONFP doit prendre, notamment l'heure de jour a été aidée. Donc nous avons procédé à la revue de ces différentes activités, mais aussi aux résolutions qui sont prises lors du précédent conseil d'administration. À travers la mise en œuvre du projet Simandou et les perspectives qu'offre ce programme, les ambitions des nouveaux dirigeants de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel sont déballées pour mieux orienter les membres. L'année 2025, on a décidé d'investir en qualité au niveau de la formation, et une des recommandations du département tutelle, qui est le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi, c'est intégrer toutes nos formations dans le programme Simandou 2040. Cette réunion d'échange et de partage d'expériences professionnelles entre les membres du conseil d'administration et les responsables du service témoigne de l'engagement de l'instance publique à mettre en pratique la politique de réinsertion sociale des jeunes, ce qui devrait réduire considérablement certains fléaux sociaux engendrés par le manque d'emploi.
À Kankan, lancement des travaux de construction de la trésorerie régionale. L'activité est présidée par le gouverneur-colonel Moussa Kandé, une initiative du gouvernement guinéen pilotée par le ministère de l'économie et des finances. Fodé Bangali Fofana, correspondance. C'est le début d'une aventure collective forcée par l'ambition du président de la République, général Mamadi Doumbouya, de doter les régions et préfectures d'infrastructures modernes, fonctionnelles et adaptées pour l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'administration publique à la base. La modernisation d'urgence de nos trésoreries témoigne de l'importance que M. le ministre de l'économie et des finances porte à la décentralisation et au renforcement des capacités des services financiers dans notre région. Votre implication tout au long du processus est attendue et serait bien appréciée par le ministre de l'économie et des finances. Je voudrais inviter l'entreprise à respecter scrupuleusement le contenu du cahier de charges et le délai contractuel de réalisation des travaux. La construction de cet édifice symbolise l'engagement de l'État en faveur d'une administration financière moderne, performante et proche des citoyens. Nous avons connu beaucoup de poses de première pierre et nous sommes en train de connaître aussi beaucoup d'inaugurations. Cela dépend de la refondation qu'ils ont prônée depuis le 5 septembre. C'est un exemple fort et nous sommes très heureux d'accueillir le lancement de ces travaux ici à Kankan. Je demanderai seulement aux travailleurs de mettre en œuvre rapidement cette réalisation. La configuration, là où on doit construire ce beau bâtiment, doit être déguerpi de tout matériel gênant. C'est le bon moment de quitter sur le terrain avant que ça soit trop tard. L'édifice sera réalisé sur une superficie de 3000 m² ici au quartier Aviation dans un délai de 12 mois. Prenons la température du côté de la préfecture voisine Kérouani, précisément la commune rurale de Damaro. Le plan de développement local progresse de façon rassurante. Plusieurs infrastructures sociales de base sont réalisées. La population a d'ailleurs validé la nouvelle feuille de route de la délégation spéciale. Jamokaba. La commune rurale de Damaro dans Kérouani ambitionne grand. Sur le terrain, la motivation de la municipalité a permis d'enregistrer de belles avancées dans le registre du développement local depuis avril 2024. Pour améliorer les performances, le président de la délégation spéciale organise cette assise pour révisiter le bilan de la première année de gestion. Donc, il y avait des volets sociaux qui nous a permis de rendre compte à notre population quels sont les conflits que nous avons eu à gérer, car il n'y a pas de développement sans paix. Et ensuite, il y avait un autre volet qui parlait de la gouvernance. Donc, nous avons reçu une lettre de mission quand nous avons été installés par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc, il fallait appliquer le contenu de cette lettre aussi de mission. À travers le partage des informations stratégiques, il s'agit d'énumérer les causes de certaines insuffisances pour apporter des solutions. Je suis à Damaro il y a 30 ans. Le plan de développement de notre localité est vraiment appréciable. C'est d'ailleurs une première. C'est quelqu'un qui défend l'intérêt général. J'attendais ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Il est vraiment bien. On doit bénir pour lui nuit comme jour. Parce que depuis qu'il est là, plus de 10 ans maintenant, il est ici. La sous-préfecture de Damaro affiche son côté pacifique pour accompagner le programme Simandou 2040. Même si la population agro-pastorale est confrontée aux défis environnementaux et d'hydraulique villageoise, son soutien envers le président de la République est indéfectible pour la réussite du programme Simandou. Entre communautés et municipalités, la nouvelle synergie d'action se veut participative pour bien baliser la lettre de mission. Mobilisation des ressources financières. La thématique est développée au bénéfice des cadres de la commune de Kagbelin. C'est dans le Grand Conakry. La formation s'inscrit dans la perspective de mise en œuvre du plan de développement local. Nabi Kamara. Pour le développement de leur commune, les autorités de Kagbelin ont besoin des ressources financières. Et pour la mobilisation de ces ressources, il faut des hommes intègres et compétents, d'où la nécessité de les former. C'est dans ce cadre justement que ces élus locaux et cadres de la commune de Kagbelin ont été invités au siège de leur mairie par la délégation spéciale. Cette formation a pour but de donner des outils nécessaires aux éléments qui composent ma commune en qualité
des agents de recettes et qui doivent mobiliser des recettes pour la commune. C'est une nécessité absolue. Chacun a son idée. Mais quand on fait des facilitations comme ça, c'est pour rassembler les idées, pour que chaque acteur, là où il est, il comprend le collaborateur qui doit venir le trouver là-bas pour faire le travail. La mobilisation des recettes de la commune, c'est le thème de cette formation. Une formation au cours de laquelle les participants ont appris la définition du budget d'une commune, ses différentes sections, les ressources contenues dans un budget conformément à la loi. C'est vraiment renforcer les capacités de l'engagement des autorités au niveau communal et surtout connaître ce que c'est qu'un budget communal pour pouvoir agir en la matière, aider le développement socio-économique de la commune urbaine de Kabylie. Quand nous étions nouvellement installés dans nos rôles ou dans nos fonctions de chef de quartier, on n'avait pas toutes ces expériences, on n'avait pas toutes ces leçons. Aujourd'hui, ça nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est que le budget, comment l'évaluer et comment l'adopter. D'autres séances de formation sont prévues par la délégation spéciale pour renforcer davantage les compétences de ces cadres et élus de la commune urbaine de Kabylie. Justice, amélioration de la situation carcérale, une mention spéciale est accordée aux enfants en détention. C'est la volonté affichée par la Guinée et ses partenaires. Un minibus est offert au tribunal pour enfants. Le geste est de l'UNICEF. Kerno Younoussaba. La Guinée et ses partenaires restent préoccupés par la question de l'enfance. C'est ainsi que les autorités judiciaires et l'UNICEF Guinée échangent sur le cas des enfants en situation carcérale. Il s'agit d'apporter du soutien aux tout petits et jeunes en prison, histoire de promouvoir leurs droits. Pour nous, la question des droits de l'enfant reste une question importante. Un enfant ne retrouve pas sa dignité en milieu carcéral. Il faut lui donner une formation de détention alternative pour lui donner les moyens de retrouver ce qu'il peut pour une meilleure réinsertion sociale. La logique est de faire bénéficier les enfants en détention d'un traitement spécial. Ce minibus de 15 places offert par l'UNICEF vient conforter cette volonté. Ce véhicule va désormais faciliter le transport des enfants vers les services sociaux de base dans la dignité. Il va faciliter le transport des détenus mineurs qui n'en avaient pas eu depuis plus d'une décennie. Si le partenaire UNICEF a voulu encore faire ce cadeau au ministère de la Justice, donc aux enfants de Guinée, nous ne pouvons qu'exprimer notre joie et nos satisfactions. Par ce geste, vous nous prouvez que le souci de ce département est votre souci. Le bien-être des enfants guinéens, leur bonne éducation, fait partie de votre priorité. Soyez-en remerciés au nom du président de la République, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Avec l'acquisition de cet engin, la Guinée garantit de plus en plus les droits des enfants en conflit avec la loi, conformément à ses engagements internationaux. Aujourd'hui, nombreux sont les Guinéens qui sont sous le charme des actes posés par le CNRD. Cela va crescendo dans la capitale, au quartier d'Abondi. C'est désormais l'union sacrée pour soutenir les initiatives du chef de l'État. Une série d'activités est en cours d'exécution. Abdul Karim Kamara. C'est un éveil en sursaut qui appelle au courage civique. À Dabondi, commune de Bessia, cette mobilisation marque une adhésion à l'engagement du chef de l'État sur l'assainissement. L'initiative est pilotée par le mouvement Génération Mamadi Doumbouya qui se veut reconnaissant vis-à-vis des nombreux actes posés par le CNRD. La Guinée jeunesse, L'appel que nous lançons porte sur l'union sacrée en vue de soutenir les initiatives du CNRD. Nous, les femmes de Dabondi, sommes engagées dans ce sens, car c'est l'union qui fait la force. Chacun doit l'accompagner, l'appuyer, le soutenir de sa manière. Et voilà pourquoi ces vaillants citoyens du quartier Dabondi 1, commune urbaine Bia, ont pris cette initiative. Avec le mouvement Génération Mamadi Doumbouya, voilà notre manière
d'accompagner notre général. L'occasion est aussi mise à profit par le mouvement Génération Mamadi Doumbouya de pratiquer la charité. Chaque ménage du quartier d'Abondi reçoit des vivres. Une journée d'activité dont le clou final est marqué par la lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Mamadi Doumbouya a fait beaucoup pour la jeunesse. C'est notre génération qui est au pouvoir. Le mouvement s'investira dans le social parce que le président, il tient beaucoup au social. Nous viendrons toujours à côté des démunis pour les aider et les expliquer ce que Doumbouya est en train de faire, pour leur dire que vraiment Doumbouya est la solution pour la Guinée. Les initiateurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Les mêmes actions seront orientées vers d'autres quartiers de Conakry, mais aussi dans l'arrière-pays. Place maintenant à la conférence islamique à la SIG Medina, commune de Matam. C'est pour sensibiliser les citoyens sur les vertus de l'islam et l'importance du genre. La séance est animée par le grand imam de la mosquée Faisal de Conakry, Moussa Bangoura. Cette conférence islamique conscientise les citoyens de la capitale Conakry. Ici à la SIG Medina, jeunes, femmes, religieux et chefs de famille étaient tous mobilisés. Animés par le grand imam de la grande mosquée Faisal, cette conférence islamique a gravité autour de l'importance du jeûne, de la zakat et des vertus de l'islam. Aujourd'hui, j'ai parlé sur la fondation de cette religion, qu'Allah a commencé la révélation dans le mois Saint Ramadan. J'appelle tout le monde de suivre les recommandations divines de notre religion. Il faut que les musulmans fassent beaucoup attention de ne pas être musulmans par nom et non musulmans par action. L'autre thématique débattue est liée au comportement du fidèle musulman envers son prochain en ce mois de pénitence. Il faut que la jeunesse prenne leurs responsabilités. La Guinée de demain, c'est pour nous. Donc, si on n'est pas assidu aujourd'hui, on ne peut pas être dirigeant demain. Cette rencontre religieuse est initiée par la jeunesse de la SIG Medina dans la commune de Matam. Le thème développé est le rôle des jeunes et des femmes dans l'islam. On prie, c'est vrai, mais est-ce qu'on connaît l'islam? C'est ça la grande question. Et sûrement, on a fait une première étape. La seconde étape, on va se mettre au point pour qu'on puisse définir notre feuille de route. L'objectif est que les jeunes s'imprègnent de l'islam. Ça nous a édifié. Le rôle des femmes. Ce qui m'a surtout impressionné dans ça, c'est les différents aumônes qu'on doit donner. L'imam a dit que si l'homme est diminué, que sa femme peut lui venir en aide. Pour nous, le droit là ne revient qu'à l'homme. Autre sujet développé, la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et l'expansion de l'islam dans le monde. Des manuels coraniques et accessoires de prière sont distribués aux responsables religieux du quartier pour leur contribution dans la formation des jeunes. Parallèlement, soutien des initiatives présidentielles, le Palais du Peuple a été le théâtre d'une lecture du Saint-Coran sur initiative des enseignants, cérémonie placée sous la présidence de la coordinatrice nationale du Moussa Code. Des prières sont dites en faveur de la cohésion sociale. Mikini Moussa Kamara, Kerfala Presse Kamara. Plusieurs centaines de fidèles musulmans se retrouvent dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Le but de cette rencontre religieuse est de prier en faveur de la promotion de la concorde nationale. C'est une idée de l'association des enseignants et amis de l'école pour le soutien aux actions du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous, enseignants, enseignantes et encadrants du système éducatif, sommes venus pour exprimer notre soutien indéfectible et inconditionnel à notre champion, le champion de tout le peuple de Guinée, qui est le général Mamadi Doumbouya. Cette lecture de Saint-Coran dans toutes les contrées de la Guinée, par tous les mouvements de soutien au président de la République, montre effectivement que les actions du général Mamadi Doumbouya seront galvanisées et seront soutenues par le bon Dieu, et surtout dans ces 5 mois de Ramadan où toutes les actions sont multipliées par 10. Le mouvement Charan Chérif pour la continuité du général d'armée Mamadi Doumbouya, dirigé par Hadja Diaba Doumbouya, soutient l'initiative.
Fenfe ko mena ndo kala kuro nyayala nyako be yela nyal be fola nyal be woli malona moli albulo di nyoma ka jamana na wanyefe wole duma benye jam kala suma ka juya boy ka konoro juya toy ambe ambulo di nyoma ka kekelende wole duma nya. Franchement, je suis très heureux. Aujourd'hui, nous savons que le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, est en train d'investir beaucoup dans l'éducation parce qu'il a mis au cœur de sa gouvernance la qualification du système éducatif guinéen. Depuis décembre 2024, ces enseignants ont intensifié des prières et bénédictions dans plusieurs mosquées de la capitale afin d'inviter les populations à soutenir les idéaux de paix et de développement prônés par le président de la République. Toujours dans l'actualité à Conakry, ouverture de la 5e édition du Coran Challenge. La compétition met l'accent sur la mémorisation et la lecture de livres saints. Les candidats, tous des jeunes étudiants, rivalisent pour s'adjuger le trophée. L'université Nongo Conakry abrite la compétition. Mounir Bari. À l'image des années précédentes, l'université Nongo Conakry organise le concours dénommé Coran Challenge à l'occasion de chaque mois de Ramadan. Pour cette édition, plusieurs étudiants et élèves y prennent part. Nous sommes à un mois 5, le mois de Ramadan. Donc c'est une tradition d'organiser chaque année le Coran Challenge, histoire vraiment de montrer un peu aux étudiants la mémorisation du Saint-Coran, pour qu'ils puissent expérimenter un peu tout ce qu'ils ont vécu, voir un peu comment ils ont maîtrisé le Coran. Le Coran est une grande chance pour la communauté musulmane. Et les Houphaz du Coran, ceux qui mémorisent le Coran, sont les personnes les plus estimées de notre communauté. Ceux qui ont mémorisé le Coran, ce sont des personnes que Dieu a choisies dans sa préscience avant que le monde ne soit monde, pour qu'ils deviennent les réceptacles qui préservera sa parole. Devant le regard de membres du jury, une dizaine d'étudiants et élèves venant de tous les horizons récitent, interprètent et traduisent le livre saint. Après cet exercice religieux de haute portée, les lauréats sont connus et récompensés. Cette tradition honorable de conquête du savoir, d'humilité, de respect que dicte le Saint-Coran va se perpétuer. C'est un sentiment de satisfaction. Je remercie Dieu d'abord, ensuite mes parents qui ont financé cette étude-là et toutes les personnes qui sont à la base de cette réussite-là. Une véritable émulation religieuse organisée cette année. L'événement met en compétition étudiants, lycéens de la capitale pour promouvoir la lecture du Saint-Coran en milieu scolaire et universitaire. Ramadan avec l'utilisation du cure-dent, une pratique qui résiste au temps. Cet objet contribue à rendre propre la bouche, bonne ou mauvaise. L'utilisation du cure-dent, bien sûr, religieux et spécialistes donnent leurs avis. Vous faites bien de patienter. Les réactions sont mitigées. Allons savoir cette divergence d'opinion avec Al-Gassi Mouba dans ce grand format. Le mois de Ramadan, une période où les cure-dents sont très utilisés, des objets traditionnels d'hygiène bucco-dentaire. Ici, au marché de Bessia, de nombreuses femmes comme Makamara arrivent à joindre les deux bouts par la vente de ces outils de brossage des dents. Malgré les difficultés qu'elle rencontre, elle est là tous les jours pour revendre le cure-dent qui est son principal gagne-pain. Nous revendons ces cure-dents au mois de Ramadan. Après le mois, on ne peut plus revendre. Nous allons jusqu'à Koya pour prendre ces cure-dents et venir revendre afin d'avoir de quoi vivre. L'avantage du cure-dent est que ça élimine les microbes et la mauvaise haleine. C'est pour cela que les gens l'utilisent au mois de Ramadan. Dans les marchés comme dans les quartiers, voire même aux alentours des mosquées, en cette période de pénitence, les cure-dents sont très prisés. Pour les religieux, ce sont des instruments qui contribuent à rendre les bouches propres. Le cure-dent est très bon au mois de Ramadan.
Il est important pour les dents et ne donne pas des maux de dents. Le cure-dent a beaucoup d'avantages pour l'homme et dans la prière. Pour faire les ablutions, il faut se brosser les dents avec du cure-dent pour éliminer les mauvaises haleines, ce qui va permettre d'éviter de gêner son prochain en priant. Pour les spécialistes, l'utilisation du cure-dent est bien pour la santé, mais a des méfaits au niveau de l'organe dentaire pour quelqu'un qui est à jeun. Utiliser le cure-dent, c'est une très bonne chose, mais le faire abusivement, ce qui n'est pas une très bonne chose parce que les fibres du cure-dent peuvent s'insérer entre les dents et créer à la longue des problèmes qui vont toucher l'os alvéolaire, la gencive et les fibres qui retiennent la dent. Sur le plan jeune, l'utilisation du cure-dent provoque une grande sécrétion de la salive. Pour quelqu'un qui gêne et qui sécrète beaucoup de salive et continuellement s'expose à des risques de déshydratation. C'est pourquoi les gens doivent utiliser le cure-dent avec beaucoup d'attention et puis le faire le matin et peut-être le soir après le déjeuner. Toujours selon les spécialistes, la sève du cure-dent contient des éléments antibiotiques qui luttent contre les micro-organismes dans la cavité buccale. Avec modération, on peut utiliser le cure-dent comme moyen complémentaire d'hygiène bucco-dentaire. Merci Algassi Mouba pour tout cet enseignement. Afria, cité de la Lumine, les aliments de large consommation sont distribués. C'est en direction des communautés musulmanes et chrétiens. Aboubakar Djabi, Suleiman Kondé. Dans la cité de la Lumine, ce geste de charité et de fraternité tombe à pic. C'est une œuvre des ressortissants de la ville de Fria pour soulager les communautés musulmanes et chrétiennes pendant ce moment de pénitence et de dévotion. La coïncidence du Ramadan avec le carême constitue une opportunité pour améliorer les conditions de vie des populations. Et ce peuple de Fria s'aligne derrière le président de la République pour lui dire d'abord merci. Merci pour le don des forages que nous avons, c'est d'une grande quantité, pour venir servir la ville de Fria. C'est pour accompagner le président de la République qu'ils ont décidé aussi de venir pour magnifier, gratifier l'homme du 5 septembre qui est le président de la République. Et on lui dit merci. Ces bonnes volontés sont venues avec un agenda plein d'initiatives susceptibles d'impulser le développement socio-économique à la base. Au-delà de ce don de vivre, ce mouvement national baptisé les Gazelles du CNRD compte réaliser 6 points d'eau à Fria. On est venu pour mobiliser les gazelles et accompagner cet événement-là. Les dons de denrées, de nourriture, et c'est à l'occasion de la fête des femmes, le 8 mars, ils ont décidé d'accompagner les femmes par ce beau cadeau, leur donner de l'eau. L'eau c'est la vie, donc si on est là aujourd'hui, c'est ça. Nos représentants qui sont venus, qui se sont donné la main à partir de Conakry pour venir offrir ces forages au nom du président de la République, nous leur lançons un hommage particulier. Nous sommes très fiers de ces dons. Ces retrouvailles de Fria sont mises à profit pour magnifier les œuvres du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, en faveur du développement durable du pays. Éducation islamique. La Fondation Ali Djaouné déploie toutes ses énergies en termes de valorisation. 160 jeunes filles et garçons s'affrontent, mais de façon saine, dans la mémorisation du Coran. C'est la 7e édition cette année. Les meilleurs élèves sont récompensés. Nabilay Moussa Kamara. Chaque année, la Fondation Ali Djaouné organise un concours prestigieux de récitation et de mémorisation du Saint-Coran, attirant des participants de tout âge et de divers horizons des écoles franco-arabes du pays. Démarré il y a quelques jours, le concours s'est poursuivi dans la salle de conférence du Centre islamique de Donka. Il est à sa 7e édition. C'est une activité dont nous estimons noble, qui est faite pour Dieu. Nous continuons car nous pensons que toute activité faite pour Dieu sera récompensée par Dieu. Cette compétition n'est pas seulement
pour avoir bénéficié de récompenses rentre dans un cadre de pérennisation, de la protection et de la préservation de la source de notre religion, l'islam. Cette initiative vise non seulement à récompenser les lauréats, mais aussi à encourager la communauté à s'investir dans l'étude du Coran. Je remercie Dieu. Après ça, je remercie Monsieur le Président Général Mamadi Doumbouya. Que Dieu l'accorde la bonne santé. Je remercie la Fondation, mes parents qui m'ont mis à l'école et mes maîtres. Je demande aux jeunes d'être sérieux dans la vie, dans n'importe quel domaine. À l'issue du concours, une cérémonie de remise des prix a lieu. Les lauréats reçoivent des bourses d'études et des cadeaux symboliques. Cet événement est une véritable vitrine du talent et de la dévotion des jeunes qui, par leur passion, participent à la grandeur de la tradition coranique. Retour à Fria pour parler cette fois-ci de la rénovation et l'équipement de la première salle de sport de Guinée, un site emblématique à l'abandon depuis plus de 25 ans. Plus de 160 millions de francs guinéens sont investis dans les travaux. Ainsi, la relance du judo, par exemple, sera permise grâce à Russell Frigia. Kerno Ousmane Diallo. Après des travaux de rénovation financés par la société Russell Frigia, le premier dojo de Guinée reprend vie. Un lieu chargé d'histoire qui a abrité plusieurs grandes compétitions en arts martiaux et vu défiler plusieurs générations dans les sports de combat qui faisaient la fierté de Fria. Russell a lancé quelques projets de développement à Fria et aujourd'hui nous sommes là sur l'un des objets. Actuellement, la salle de judo. Je peux dire que nous avons déjà investi et trouvé les moyens pour la rénovation de cette salle. Russell a dépensé plus de 160 millions de francs guinéens juste pour donner la possibilité à la population, aux enfants de Fria, de faire du judo. Les sports qui seront pratiqués dans cette salle vont contribuer à l'encadrement de la couche juvénile qui de plus en plus bénéficie d'infrastructures avec la société Russell Frigia. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement la société Russell Frigia pour son engagement dans la rénovation et l'équipement de cette salle emblématique. La salle que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'un simple lieu d'entraînement. C'est un symbole de notre histoire et de notre résilience. Vous ne pouvez pas imaginer que cette salle qui a été construite en 1957 et mise en service en 1958 a été totalement détruite en 1992. Depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, cette date mémorable, notre salle va être remise de façon officielle à nous les pratiquants. Le dojo de Fria est équipé de 2 surfaces de tatami, d'un bureau, des vestiaires et d'un système de ventilation. Un nouvel aménagement qui répond aux normes actuelles afin de permettre aux judokas de pratiquer leur sport dans un environnement sûr et confortable. Et puis, la route vient de faire de nouvelles victimes, 6 morts au total, dont 3 enseignants. C'est sur l'axe Fria-Tanene. Le ministre de l'enseignement pré-universitaire a exprimé sa compassion. En même temps, Jean-Paul Sédi a présenté les condoléances du gouvernement aux familles éplorées. Nabila Kamara. Sur l'axe Fria-Tanene, un événement tragique a coûté la vie à 6 personnes, dont le président de l'association des parents d'élèves et 3 enseignants de l'école primaire Tanene 1. Accompagné de ses cadres, Jean-Paul Sédi, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, est à Tanene Bouramaya pour assister à l'inhumation des victimes de cet accident de la route qui s'est produit dans la soirée du vendredi 14 mars. Je suis là quand même en tant que représentant du gouvernement du général Mamadi Doumbouya et de son premier ministre Amadou Riba, pour apporter leurs sincères condoléances à toute la communauté de Tanene, à tous les enseignants de Tanene et à tous les élèves de Tanene. Il est important que les populations sachent que les responsables de leur pays sont soucieux
de ce qui leur arrive. Et quand il y a une tragédie comme celle-là, il est important que nous venions au nom du président de la République et de son Premier ministre et de tout le gouvernement de Guinée. Il est important que soit là avec la population et qu'on participe aux activités. Parents, amis et collaborateurs des victimes se sont mobilisés pour présenter les condoléances et consoler les familles éplorées. Nous sommes en deuil. L'éducation guinéenne est en deuil. Au nom de notre ministre Jean-Paul Sedi et du président de la République, nous sommes venus présenter les condoléances les plus attristés. Montrer à la population de Tanene, à la préfecture de Dubeka, certes, certains anciens sont décédés. Mais avec la grâce de Dieu, le ministre Jean-Paul Sedi prendra toutes les dispositions par la grâce de Dieu pour que ces enfants puissent terminer l'année dans les meilleures conditions. Au nom du gouvernement et de tous les enseignants de Guinée, le ministre Jean-Paul Sedi a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et au personnel enseignant de Tanene. Fini cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction avec l'accompagnement des équipes techniques. Merci à vous pour l'estime sans cesse renouvelée. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse.